parlé tout au long de la matinée. Place à la décarbonation. Et je vais donc inviter Olivier Papin, Philippe Herbulot, Michel Levalquiem, Corinne Arpin, Nathalie Pasquet et Laetitia Delbe à me rejoindre. Allez-y, installez-vous, je vous en prie. On manque de place. Non, parfait. Restez là, c'est très bien. On en a parlé tout au long de cette matinée avec l'ADEME, BPI France. L'avenir du secteur se joue aussi et surtout dans sa capacité à se décarboner. Olivier Papin, bureau d'études Nepsen, bonjour. Bonjour. On en est où de la décarbonation aujourd'hui dans le secteur ? Alors, moi j'ai la tâche pas toujours facile de présenter les enjeux sans que ce soit le mec relou qui dit la Terre se réchauffe, on va tous mourir, c'est chiant. Donc je vais essayer de vous présenter ça sous un angle un peu différent, à savoir quelles opportunités on peut avoir derrière tout ça. Tout à l'heure, Lionel Mathias a beaucoup parlé d'innovation. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête, c'est que derrière ces sujets-là, il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup de changements. Qui dit changement dit frein au changement, on n'a pas toujours envie de le faire, mais c'est souvent plus positif. Donc moi je dirige un cabinet de conseil donc qui accompagne les entreprises, les territoires dans leur transition écologique. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a certains des exemples que je vais vous donner, c'est des exemples que j'ai vécus avec des organisations qu'on a accompagnées et qui me permettent en tout cas d'illustrer, ça fait 20 et quelques années que je travaille maintenant, de ce que j'ai pu voir de l'évolution de la décarbonation justement. Je ne sais pas si je peux avoir la main, merci. C'est passé un peu vite, voilà. Pourquoi je vous montre cette photo là ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer à essayer de deviner ce qu'est en train de faire cette personne là ? Qu'est-ce que fait le monsieur là ? Je demande à mes voisins peut-être qui sont à côté. Il est en train de chercher quelque chose dans l'eau, il se lave les mains. Non, alors c'est pas de l'eau en fait. C'est pas de l'eau. C'est du pétrole. C'est du pétrole. Et voilà. Pourquoi c'est du pétrole ? Non, c'est pas une marée noire. Cette photo elle a plus de 100 ans et en fait quand on a découvert le pétrole il se présentait sous la forme de lac. Donc il y avait littéralement qu'à se baisser pour avoir de l'énergie. Et le pétrole, il est vachement pratique. Il a des inconvénients qu'on a découverts depuis, mais il est vachement pratique parce qu'il a un contenu énergétique qui est génial. Il se stocke à température, c'est un liquide, c'est franchement top. Donc pourquoi je vous parle de ça ? Parce que souvent, quand on doit décarboner, on oublie que si on en est venu là, c'est parce que c'était quand même hyper pratique au départ, cette énergie. C'est pas pour rien qu'elle est venue remplacer le charbon et qu'elle est venue remplacer le bois. C'est qu'en fait, au départ, c'était vraiment très facile d'accès. Le problème, c'est que le pétrole, il a un prix qui fluctue énormément. Si j'avais fait cette présentation, si on avait fait cette journée à l'hiver 2022-2023, quand le prix du gaz et le prix de l'électricité étaient partis plein fer dans le haut, on serait tous hyper convaincus qu'il est urgent de décarboner. Les prix de l'énergie ont un peu rebaissé entre-temps, finalement, on oublie vite. Et pourquoi je vous parle de ça pour la décarbonation ? C'est qu'en fait, quand vous brûlez un baril de pétrole, il contient 159 litres. Ça, c'est physique. Et 1 litre de pétrole, c'est à peu près 3 kg de CO2. Donc ça veut dire que si vous avez brûlé un baril de pétrole, vous avez émis à peu près une demi-tonne de CO2. Une demi-tonne de CO2, ça veut donc dire que si j'ai émis 1 tonne de CO2 à partir de pétrole, j'ai consommé l'équivalent de 2 barils à peu près. Quand le baril il monte à 110, 115, 120 $ la tonne, cette tonne de CO2, elle m'a coûté 220 € la tonne. Donc ça veut dire que juste continuer à émettre du carbone, alors on ne le fait pas de gaieté de cœur, mais simplement avoir en tête que le business as usual, en fait, quand le baril il coûte cher, c'est à peu près 200 € la tonne. Voilà. Donc décarboner, je vais beaucoup vous parler de ça. On a parlé de la réglementation. Personne aime la réglementation. Voilà, on va pas se mentir, ça fait chier tout le monde. Le décret tertiaire, le BACS, la CSRD, la loi d'accélération des énergies renouvelables. On a l'impression que c'est le millefeuille. Mais en vrai, c'est quand même un bon millefeuille. Alors vous avez le droit de dire oui, mais les cabinets de conseil, il est bien content, ça leur fait bosser, etc. Oui et non. Franchement, on ne fait pas fortune dans l'environnement. Donc c'est pas pour ça que je vous en parle. Je vous en parle parce que tous ces outils-là, et je parle bien d'outils plutôt que de réglementation, ils sont là pour vous donner une direction, pour vous donner une envie de maîtriser l'énergie, que ce soit l'audit énergétique réglementaire ou le décret tertiaire ou le décret BACS. On parle d'efficacité énergétique là.
Que ce soit développer les ENR, la loi d'accélération de production des énergies renouvelables, loi d'orientation des mobilités sur le transport, et puis après, alors je suis content qu'on en ait parlé tout à l'heure, mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, c'est pour protéger aussi nos entreprises, nos industries, c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Le paradoxe, c'est qu'en ce moment, on nous dit qu'il faut relever les seuils du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, parce qu'on nous dit que c'est une contrainte réglementaire, il faut qu'elle soit plus légère. Mais c'est la contrainte réglementaire qui doit nous protéger. Nous, Européens, on ne doit pas vouloir qu'elle soit plus légère, on doit vouloir qu'elle soit plus dure. Il faut être conscient de ça. Et puis après, on a parlé de la CSRD, on peut parler de la RE 2020 dans le bâtiment. Donc tout ça, c'est des réglementations qui ont un seul objectif commun, en fait, nous aider à être efficaces énergétiquement, à décarboner, à développer les énergies renouvelables. On l'appelle comme on veut, tout ça, ce sont les mêmes faces d'une seule pièce, en fait, qui est en fait l'innovation d'une manière générale. On m'a demandé de pas forcément parler que de la filière métallique, mais d'expliquer ce qui se passait dans les entreprises et dans les collectivités. Typiquement sur la métropole de Bordeaux a un plan climat qui vise à gouverner tout ça, qui va intégrer un bilan carbone, une démarche sur la qualité de l'air, une étude de potentiel de développement des énergies renouvelables, des études sur le développement des réseaux énergétiques et tout un tas de sujets qui visent non pas à embêter les habitants du territoire, mais au contraire à leur offrir un cadre de vie, un cadre d'aménagement et des perspectives qui vont être intéressantes. Ça se concrétise de manière très nette, puisque par exemple, si vous êtes situé autour de l'aéroport, vous avez un réseau de chaleur qui arrive, qui va être alimenté en partie par de la géothermie. Là, c'est une action très concrète de décarbonation qui est issue du travail de la métropole sur ses propres enjeux et qui va permettre d'offrir aux industriels une énergie décarbonée. Donc eux aussi, ils ont fait l'exercice d'avoir un bilan carbone, de voir la part du territoire, la production d'énergie, l'industrie, le tertiaire, le résidentiel. L'agriculture sur la métropole de Bordeaux, il n'y a pas grand-chose. Les transports, les déchets et construction, alimentation et consommation. On traite tous les sujets. Tout à l'heure, M. Koch de l'ADEME l'a bien précisé. Ensuite, l'idée, c'est de décliner secteur par secteur. C'est de se dire, quand je suis dans tel ou tel bar jaune, comment je me réapproprie le sujet, comment j'avance et comment je fais en sorte de décarboner. Les entreprises, pareil, c'est les mêmes bénéfices en fait. Quand on fait son bilan carbone, ça revient à compter l'énergie. Donc ça veut dire que si on est sobre énergétiquement, on va faire des économies. Alors c'est parfois des économies qui sont des moins grandes dépenses parce que le prix de l'énergie s'envole. Alors on a fait un peu d'économie, mais le prix de l'énergie a dépassé ce qu'on a économisé. Mais c'est quand même mieux que si on n'avait rien fait. Les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi la maîtrise de la chaîne de valeur. Moi j'ai accompagné un industriel par exemple dans l'édition. On fait son bilan carbone en 2018-2019 à peu près. Il a l'écrasante majorité de sa production qui vient d'Asie. Timidement, à travers le bilan carbone, on se dit ça serait bien de rapprocher tout ça quand même de la France, l'Union européenne. Le Covid est arrivé, il s'est aperçu que quand la Chine s'est fermée, il était coincé en fait. Il n'y avait plus de matières premières. Donc en fait, ce que nous on disait avec la décarbonation, ça serait bien de rapprocher, en fait avec le Covid, ils ont rapproché une partie. Parce que là, ils se sont rendus compte qu'ils étaient très vulnérables et très dépendants. On a eu la même chose, Rappelez-vous, c'est des bons souvenirs, c'est tous une époque qu'on a adoré. Les masques, quand on s'est aperçu qu'en fait on n'avait plus d'industrie de masques à proximité et qu'il fallait que tout vienne d'Asie. Donc ça, c'est aussi ce qu'on travaille et ce qu'on regarde à travers la décarbonation. La capacité à innover et à ne pas subir et d'une manière générale à être sachant sur ces sujets, à voir qu'est-ce qui se passe, comment mon entreprise est concernée par ça et qu'est-ce que peut en faire. Donc la construction métallique dans tout ça. Oui, les métaux, ils sont pas biosourcés, ils ont d'autres atouts. Des chiffres simplement, forcément, on peut comparer les différents métaux. Je vais arriver, entre la semaine, entre l'acier, l'aluminium et le cuivre. Mais on peut aussi regarder l'acier neuf, l'acier recyclé, idem pour l'aluminium. On a parlé de réemploi. Le réemploi, il est à zéro, lui, en fait, puisqu'on a déjà émis pour fabriquer. Donc, si on réutilise une poutre métallique, en fait, l'impact carbone, il est meilleur que n'importe quoi, puisque par définition, on n'en refabrique pas. Donc, c'est aussi pour ça que il ne faut pas être dogmatique et il faut que chaque filière se pose la question de comment elle peut s'améliorer. Il y a le recyclage, j'en ai parlé, le réemploi, les performances techniques, l'économie circulaire. Enfin voilà, il faut être lucide sur les avantages et les inconvénients et creuser ces avantages et améliorer et réduire ces points faibles. Alors,
on reprend un peu de hauteur, mais ça c'est des chiffres, je trouve qu'on n'a pas assez en tête. 55 milliards d'euros, c'est la facture énergétique de la France sur un déficit commercial, donc ça c'est les chiffres 2024, sur un déficit commercial de 81 milliards d'euros. 70% de notre balance commerciale, elle est plombée par l'énergie. Donc décarboner pour produire des énergies renouvelables ou de l'électricité locale, on travaille ça en fait. Et donc il n'y a pas, enfin je vais le dire tel que je le pense, mais nous il n'y a aucun regret à se poser la question de faire ou pas la transition écologique. Qui a envie de continuer là-dessus ? J'ai une petite blague, je vous la place. Si on est fan du PSG, on peut considérer que c'est cool d'alimenter les pays pétroliers, ça fait une belle équipe de foot. Mais en vrai, la France, en important la majorité de son énergie, a aucun intérêt à ne pas faire cette transition écologique. Un autre exemple aussi, alors je rebondis un peu sur l'air du temps, mais quand on nous dit qu'il faut démonter les éoliennes, que les énergies renouvelables, c'est pas bon pour la production industrielle, les énergies renouvelables ont déjà rapporté autant d'énergie à l'État qu'elles en ont nécessité pour toutes leurs subventions depuis le début qu'elles existent. L'ironie de l'histoire, c'est que quand l'État a mis en place le bouclier financier pour réduire le prix du pétrole quand il est monté très fort, c'est en partie grâce aux milliards qu'ont rapporté les énergies renouvelables qu'ils ont pu le financer. Donc tout ça c'est bon pour notre économie. Et ce qui se passe ailleurs, moi j'ai eu l'occasion, alors je vous raconte une petite histoire. Fin des années 2000, j'ai accompagné un industriel dans l'équipement automobile. On fait leur bilan carbone, forcément ils font des pièces pour les moteurs thermiques. On discute du fait d'aller vers des moteurs électriques, c'est pas facile pour eux. À l'époque ils étaient 2000. Ils me disaient oui mais nous, pourquoi on doit aller vers les véhicules électriques ? Les Chinois ils s'en foutent, ils font rien, c'est pas le moment, on nous impose des contraintes. Il s'avère qu'en parallèle de ça, j'allais en Chine. Cette ville-là, vous ne la connaissiez pas, moi je la connaissais très bien avant d'y aller, c'est la ville de Wuhan. Alors je suis content grâce au Covid, maintenant quand je dis que je suis allé à Wuhan, tout le monde sait où c'est. Mais en fait ce qui s'est passé, c'est que quand moi j'allais là-bas, les Chinois, ils nous posaient des questions de savoir comment décarboner. Et eux, ils ne se posaient pas la question de on va faire des moteurs thermiques, puis on fera des moteurs hybrides, puis on fera des moteurs électriques, et puis on va bien prendre 50 ans pour faire ça, parce qu'il ne faut pas se presser. Ils sont allés directement au moteur électrique. L'entreprise dont je vous parle, j'ai regardé tout à l'heure, ils sont 600 maintenant. Et ils prévoient dans 5 ans d'être 300. Parce qu'on se pose la question de pourquoi il faut y aller et que font les autres, etc. Mais la Chine, en l'occurrence, sur les ENR, sur la décarbonation, sur les moteurs électriques, ils ont bien compris, ils ne nous ont pas attendus et ils y vont à fond. Et aujourd'hui, on dit quoi ? Ah ouais, mais les voitures électriques, c'est pas cool parce que c'est que des moteurs chinois. Ah ouais, bon. C'était à 15 ans quand même qu'on avait déjà ces discussions. Donc vraiment, faut pas qu'on vive notre instant Kodak. L'instant Kodak, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, c'est le fait de rater un changement important dans une entreprise. Alors on va dire oui, mais bon, Kodak, c'était des pellicules, c'était de la chimie, l'appareil photo numérique est arrivé, bon bah voilà, c'est le sens de l'évolution. Mais pourquoi on parle d'instant Kodak ? Parce que qui a inventé l'appareil photo numérique ? Kodak. Et ils ont fait faillite en 2011. Parce que quand la personne chez eux a inventé l'appareil photo numérique et a présenté l'innovation, qu'est-ce qui leur a été dit ? Non, ça perturbe trop notre modèle, c'est pas ça notre modèle, donc on fera pas. La personne a quitté l'entreprise et puis l'idée a été plus forte en fait que ça et a fini par emporter le marché. Pareil, on dit il faut, alors j'ai beaucoup de pensées pour l'ADEME, il faut supprimer l'ADEME, il faut enlever la police de l'environnement. C'est vrai que moi j'adorais quand je pouvais faire mes vidanges dans les fossés, on aimait tous, c'était hyper sympa. Voilà, Bordeaux, moi je me suis installé à Bordeaux il y a une vingtaine d'années, je me garais ici. Est-ce que c'était vraiment mieux avant ? Est-ce que ces contraintes qu'on s'est mises d'innover, est-ce qu'un bâtiment construit RT 2020 aujourd'hui, on regrette vraiment les bâtiments RT 88 pour ceux qui étaient nés. Donc il faut vraiment avoir conscience, voilà, c'est de l'innovation, je pense qu'il faut le voir comme ça. Et je terminerai par une petite phrase qui n'est pas la mienne, que je mettais avant le contexte international dans ce moment, mais qui je trouve prend bien sa place. Quelqu'un qui connaît bien les problèmes, il vaut mieux prendre le changement par la main avant qu'il nous prenne par la gorge. Et je pense qu'on en est là. C'est vraiment se dire, évidemment, il faut tenir compte du contexte, il faut essayer d'associer environnement et économie, mais les choses, elles évoluent vite et il ne faut pas se laisser surprendre. Voilà. Merci beaucoup Olivier pour cette introduction inspirante. Vous pouvez passer la télécommande à votre voisin. Michel, justement, vous avez pris le changement par la main sur le port de Bordeaux avec cette zone industrielle bas carbone.
Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler déjà ce qui se passe sur ce port de Bordeaux, combien de personnes, combien d'entreprises sont concernées et comment vous êtes arrivé à décarboner cette zone ? Déjà, bonjour à tous. Merci de l'invitation, à tous et à toutes, pardon. Merci beaucoup de l'invitation. Donc, moi, je suis Michel Levanquem, je suis le directeur du développement et de l'innovation au Grand Port Maritime de Bordeaux. Mon métier à moi, je vais essayer de répondre au challenge. Mon métier à moi, c'est de trouver des relais de croissance pour l'activité du Grand Port Maritime, que je vais essayer de vous expliquer en quelques minutes. Alors, le Grand Port Maritime de Bordeaux, en fait, il est dual. C'est d'abord une industrie, c'est déjà une entreprise industrielle qui a sa place aussi dans cet événement, parce qu'en fait, parmi nos équipes, on a des chaudronniers, on a des soudeurs, on travaille très très bien avec l'UEMM. Et par contre, mais c'est pas ça que je voudrais développer, parce qu'effectivement, on a nos actions RSE, on fait tout ça. Ce que j'aimerais développer, c'est le côté collectif du port de Bordeaux. On a un territoire, alors qui est un peu particulier. On a un territoire qui est connecté à de très grands nombres de réseaux au niveau national et européen. Donc on le voit ici sur le côté. Pourquoi effectivement on arrive à générer 8100 emplois et à accueillir sur notre territoire et à côté 275 entreprises? C'est parce qu'en fait on est extrêmement interconnecté à nos territoires. On le voit, sur la carte de gauche, on voit qu'on est interconnecté par le fleuve, avec le Lot-et-Garonne en particulier. On est connecté par des canalisations à des territoires peu connus, mais on se rappelle de la mare de pétrole qui nous a été présentée au départ. On a cette mare, aujourd'hui, elle est quand même en nappe profonde. Ce sont les puits de pétrole de Parentis, mais il faut se rappeler qu'aujourd'hui, le port de Bordeaux est le seul port exportateur de pétrole brut en France. Ça représente 1% de la consommation nationale, mais je pense que dans les temps qui courent, la question de souveraineté, ce pourcent-là, il compte. Ce réseau est dense, il y a des réseaux gaziers, on y reviendra tout à l'heure, donc c'est important. Le rond s'est déplacé, mais vous l'aurez compris, le rond il est centré sur Bordeaux. On est au cœur de réseaux de transport au niveau européen. C'est ce qu'on appelle, moi j'aime bien appeler ça la carte de métro de l'Europe. Voilà, donc on est sur le réseau jaune qui s'appelle le corridor atlantique, desservi par le ferroviaire, par l'aérien, mais surtout par la voie maritime, ce qui va vous intéresser. On est là. Comme on l'a dit, 275 entreprises, on est là au service de toute l'économie du territoire. Il y a beaucoup d'activités ne pourraient pas exister si nous, on n'était pas là. Le fleuron, et c'est l'actualité de la semaine, c'est Ariane 6. Si le port de Bordeaux n'était pas là pour accueillir le canopé et les composants de l'Ariane 6 qui sont fabriqués du côté de Saint-Médard-en-Jalles, ça marcherait un peu moins bien. Alors, petite précision, quand le canopé traverse l'Atlantique et va en Guyane, il est accueilli par nos collègues du port de la Guyane. Et en fait, nous, on a développé les systèmes numériques qui permettent d'accueillir ces bateaux-là, en fait, des systèmes de gestion de bateaux. Mais c'est une petite parenthèse. On voit les activités du port en lui-même, avec notamment la partie chaudronnerie, on en a parlé. Pourquoi on a ces activités-là ? Parce qu'on est là également pour réparer les bateaux qui sont les nôtres, mais également les bateaux du territoire. Et notamment, on pourra le constater avec le pôle naval. J'en viens d'ailleurs, on était en train de faire visiter le pôle naval à des entreprises extérieures. Voilà, on a une activité importante de réparation navale et d'accueil des bateaux. S'il n'y a pas de garage sur Bordeaux, sur le fleuve, il n'y a pas d'activité fluviale de toute façon. Sur la gauche, on voit là, les petits tas de cailloux. En fait, c'est l'exportation de quartz qui vient du Lot. Ce quartz, il fait quoi ? En fait, il va aller dans le nord de l'Europe pour l'industrie électronique de pointe. Voilà, etc., etc. Et on voit bien effectivement le rôle du port pour l'exportation des céréales et pas l'importation, contrairement à ce qui s'est dit quand le port a été bloqué. Et puis, le pôle naval, comme je l'ai expliqué. Alors, notre rôle dans la décarbonation, parce que je crois que c'est le thème de la table ronde,
Donc le port, comme toutes les entreprises, on émet du carbone. Aujourd'hui, en scope 1 et 2, le port émet 12 000 tonnes de CO2. En scope 3, on passe à 22 000 tonnes en comptant les appros. 12 000 tonnes, ça paraît énorme. C'est essentiellement nos engins de dragage, puisqu'en fait, on est obligé de draguer et d'entretenir notre chenal de navigation pour que les bateaux les plus grands puissent venir jusqu'à Bordeaux-Centre. Et jusqu'à Bassins et à Ambès en particulier. 12 000 tonnes, on a des solutions notamment d'utiliser des carburants alternatifs. Mais ce n'est pas ça le sujet, en tout cas pour cette table ronde. Le sujet, c'est de se dire, on accueille 275 entreprises, on fait vivre tout un tas de personnes. Ces entreprises-là, elles génèrent en tout, aujourd'hui, 2,6 millions de tonnes de CO2. Quand on a vu le graphe tout à l'heure sur les émissions de Bordeaux Métropole, là on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment massif. C'est quoi ? Qu'est-ce que fait le port ? Donc aujourd'hui, il s'est dit, en fait, nous sur le port en lui-même, on a des entreprises qui émettent, je pense notamment à Michelin, Sarpi. Bon, en tout, on émet 350 000 tonnes de CO2. C'est beaucoup. Et finalement, il y en a plus à côté. On a été regarder nos collègues qui travaillent sur la zone de Biganos ou la cimenterie de Bussac-Forêt. En fait, donc, tout ça réuni, on est à plus de 2,6 millions de tonnes de CO2. Mais on a une particularité sur notre territoire, c'est qu'il y a une partie de ce CO2 qui est le CO2 comme dans toutes les entreprises, du CO2 d'origine fossile ou du CO2 d'origine de process. Quand on fait du ciment, on rejette du CO2 parce qu'on brûle de l'énergie, mais aussi parce que la réaction chimique qui fabrique le clinker génère aussi du CO2. Mais on a du CO2 d'origine biogénique. C'est quoi le CO2 d'origine biogénique ? C'est celui qui est issu de la biomasse, notamment suite à l'exploitation des forêts pour faire du papier. Donc on a du coup, grâce à l'ADEME, on a remporté un appel à projet ZIBAC, zone industrielle bas carbone. On fait partie des 11 zones industrielles bas carbone en France. On a en réalité 2 trajectoires à réaliser. Une trajectoire de décarbonation classique des émissions fossiles. Donc on a en tout 900 000 tonnes d'émissions de CO2 fossiles qu'on doit réduire à 83% ou 80% à 2050. Ça, c'est les objectifs nationaux, la fameuse SNBC, Stratégie nationale bas carbone. Mais lorsqu'on a agrégé toutes les initiatives de nos industriels, en fait, chacun veut aller plus loin. Certains visent la neutralité carbone à 2050, donc ce qui fait qu'on a un objectif global de moins 93% à 2050. Alors, on aura des technos, hein, il y a quand même pas mal d'innovations, pas mal de technos, notamment de capture, de transport et de séquestration du carbone. En revanche, on a une autre trajectoire qu'on voit là en vert, c'est la trajectoire de valorisation du CO2 d'origine biogénique. Le CO2 d'origine fossile est entre guillemets un polluant. En revanche, le CO2 d'origine biogénique, aujourd'hui, on doit pouvoir le considérer comme une matière première. Et donc l'idée, c'est de pouvoir le revaloriser et l'objectif, c'est d'y aller au maximum, de valoriser 100%, parce que si on arrive à valoriser 100%, les entreprises qui émettent ce CO2-là, elles vont avoir des ressources complémentaires. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce CO2 d'origine biogénique ? Alors, j'ai pas la réponse. Là, enfin si, j'ai des éléments de réponse. Hein. Sean connaît bien les... Mais voilà, donc le but du jeu, c'est de vous montrer finalement, aujourd'hui, qu'est-ce que fait le port de Bordeaux pour vous tous, pour nous tous, la réindustrialisation, qu'est-ce que c'est ? Donc on l'a dit, des emplois, on cherche à créer encore plus d'emplois industriels. Aujourd'hui, on a plus d'1,3 milliard de projets industriels qui sont en cours de développement. On parle de projets liés aux métaux nécessaires pour la batterie. On parle d'aquaculture. Alors, ça c'est le terme joli. On peut dire industrie aquacole. C'est aussi plus dans l'air du temps. On parle des transitions. On en a parlé. Hein. Le port a réussi à fédérer un collectif de plus de 25 entreprises. On a créé une association qui s'appelle BIZIP. L'acronyme, il est tordu. Je vous l'évite, mais n'hésitez pas à venir me solliciter derrière, on fait plein de choses derrière pour vous aider à décarboner. On essaie d'innover. On a notre propre incubateur de start-up qui a été développé avec Bordeaux Techno West.
On essaie d'innover, pourquoi ? Parce que pour nous, on pense que le numérique, déjà, doit pouvoir nous aider à aller plus vite, plus loin. L'eau va être un enjeu majeur pour la navigation, mais pas que, parce qu'on a tous besoin d'eau dans nos process industriels. Qu'est-ce qui se passe en 2050, 2070 selon les différents scénarios du GIEC ? On a besoin de savoir, et c'est pour ça qu'on a développé l'outil des jumeaux numériques du fleuve. Comme je disais tout à l'heure, on a créé notre start-up de développement logiciel. Du coup, on a une vingtaine de ports clients en France. Quelques start-up emblématiques qui sont accueillies chez nous. Je pense notamment à Molluscan. Molluscan, c'est comment utiliser le vivant pour détecter des anomalies dans la qualité de l'eau. Ce sont des huîtres connectées. Alors ça fait rire beaucoup les gens, mais c'est vrai qu'on ne peut pas surveiller toutes les molécules nocives dans l'eau. Il faudrait déployer des centaines de milliers de capteurs. Par contre, les huîtres ou les moules, quand elles se comportent différemment de leur rythme normal, bien sûr, là, il se passe quelque chose. Voilà. Et donc, pourquoi on fait tout ça ? C'est qu'on essaie d'imaginer ce monde-là. Alors, c'est un monde qui fait un peu... mon patron aime bien dire que c'est l'île aux enfants, ça fait un peu enfantin, mais si vous regardez bien, c'est un petit peu toute la richesse de notre territoire. La forêt des Landes, j'en ai parlé, c'est vraiment ça notre grand atout. Donc, on regarde, on a des éoliennes en mer, on a peut-être du photovoltaïque en mer, on a la centrale du Blayais qui a un atout, ne l'oublions pas. Demain, est-ce qu'il y aura un EPR2 ? En tout cas, nous, côté port, on le souhaite, parce que c'est de l'énergie bas carbone. On a besoin d'électrifier les process. S'il n'y a pas assez d'électricité, ce sera pas bon. On cherche à développer de l'innovation au niveau agricole également, parce que nos agriculteurs souffrent. S'ils souffrent, ils ne peuvent pas produire suffisamment de produits, et notamment pas de produits à exporter. Donc, tout est lié. Qu'est-ce qu'on peut penser ? Donc effectivement, le CO2, j'en ai parlé. On voit un petit peu là, ici, on a fait une sorte de puits. Capter le CO2, le transporter sur le port. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? On fait de la chimie. On prend du carbone, on prend de l'hydrogène, on mélange un peu tout ça. À la fin, on obtient des carburants. Des carburants de synthèse, mais qui sont donc du coup, au lieu de partir de molécules très grandes qu'on va couper en morceaux pour faire le diesel que l'on connaît aujourd'hui, on va partir à l'envers. On va partir de molécules plus petites qu'on va assembler pour faire les mêmes carburants ou les mêmes molécules qu'on utilise déjà aujourd'hui. Et puis, on n'a pas oublié quand même nos principes de base avec la manutention. Et puis, si vous voyez les Pyrénées au fond, c'est pas un hasard aussi, parce que la réindustrialisation, elle se fait en meute. Nos collègues de Lac-Potarme ont les mêmes enjeux. On a des enjeux logistiques, on a des enjeux de fiabiliser, sécuriser nos approvisionnements. Et donc, plus nos zones industrielles sont interconnectées, mieux c'est. Donc, le maritime, c'est un atout, le ferroviaire en est un autre, le fluvial, etc., etc. Donc, voilà tout ce qu'on fait pour essayer derrière d'imaginer un monde de demain, un monde industriel de demain, mais durable, soutenable et puis peut-être réenchanté. Merci beaucoup Michel, c'était inspirant. Est-ce que je peux récupérer et la télécommande et le micro ? Philippe Herbulot, CTICM, c'est inspirant d'avoir des projets comme celui du port, parce qu'il y a un constat qui est fait, clairement, la décarbonation, il faut y aller, on y est là. Alors au-delà du constat, il y a aussi cet enjeu territorial. C'est-à-dire que, par définition... Alors oui, pardon, je ne vais pas présenter Philippe Herbulot, directeur du pôle transition et décarbonation du CTICM. Donc tout ce que je disais, c'est que l'aspect territorial est extrêmement important, puisque nos entreprises aujourd'hui, des entreprises de construction métallique, que ce soit au niveau du syndicat ou également au niveau de la maison de la construction métallique, nous avons aussi les entreprises de l'enveloppe métallique. Ces entreprises-là sont situées localement. Et en effet, si demain l'énergie flambe, si demain le territoire n'est plus alimenté, nos entreprises ne seront plus vivantes. Donc il est hyper intéressant d'avoir cette interaction avec le territoire et les acteurs du territoire. Alors moi, bien entendu, ça fait 1 an que je suis arrivé au CTICM aujourd'hui, et quand je parlais de décarbonation, de problématiques RSE, de CSRD, on me regardait et puis on me fusillait du regard en disant « Attendez, nous, c'est pas de notre business ». Et le constat, c'est que
un chef d'entreprise aujourd'hui, il est confronté à une multitude d'informations, et notamment d'informations liées à la réglementation européenne ou à la réglementation française. Donc là, j'en ai mis un certain nombre, le AGEC, l'éco-énergie tertiaire, la taxonomie, le bilan carbone, la RE 2020, et en plus au niveau de la RE 2020, des seuils contraignants. Et tout ça, c'est pas forcément pris positivement parce qu'on est dans un business, on est à la tête dans le guidon, on doit faire vivre nos équipes. Et ce qui fait que, à un moment donné, comme j'étais un peu le paratonnerre, je me prenais pas mal de décharges. Je me suis dit, tiens, je vais m'amuser. Là, il y a l'IA, l'intelligence artificielle qui arrive. Et donc, quel est l'état d'esprit d'un patron de boîte aujourd'hui ? Peux-tu me dire ça dans ta boule de cristal ? Et là, je me suis dit, waouh, c'est intéressant. Alors, hop, c'est qui est le Nazabeth ? C'est toi. Hop, merci. Donc, c'est assez chaotique quand même. Hein. Donc, je comprends pourquoi je me prenais les décharges. Et par rapport à ça, je me dis, s'il y a des entreprises demain qui veulent aller plutôt dans la décarbonation, elles vont aller sur le site de l'ADEME, elles vont aller sur le site de la BPI, elles vont regarder, ils vont avoir ProRéféi, ils vont avoir des financements. Et puis j'en ai rencontré, ils m'ont dit ouais, j'ai commencé cette démarche-là au niveau de la CCI. Et puis en fait, j'avais l'impression qu'ils butinaient les offres et n'avaient pas forcément vraiment de sens par rapport à leur filière. D'où l'idée en fait de dire on va vous amener une vision, une stratégie et un pilotage en fait sur du moyen long terme. Alors non pas que parce qu'en fait on a quelque part agrégé les aides des organisations. Donc Impact A, c'est quoi ? C'est la notion de donner l'impulsion aux entreprises de s'engager pour rentrer dans l'action et pour être pérenne demain et saisir des opportunités. Donc l'idée c'était quoi ? C'était de travailler sur une approche bilan carbone. Alors pas de dire on fait votre bilan carbone, non. Il faut que les entreprises s'approprient leur bilan carbone. Donc on les forme sur l'approche bilan carbone pour que derrière elles aient dans leurs ressources internes les capacités de comprendre ce qu'elles font et où elles vont. Donc c'est un état d'esprit. Derrière, on enclenche la stratégie de décarbonation. Donc là, c'est le programme Acte pas à pas de l'ADEME avec des financements qui permettent en fait de travailler sur cette stratégie sur une durée d'1 an. Quand on travaille sur la stratégie d'entreprise sur le bilan carbone, on se dit mais c'est bête, on est en train de travailler sur l'approche uniquement environnementale et les enjeux RSE, les enjeux au niveau du personnel, etc. Et bien voilà pourquoi on a aussi travaillé sur cette approche de dire si vous le souhaitez, on peut agréger cette notion de stratégie RSE que l'on mène avec l'AFNOR et on va en effet chercher le bilan RSE engagé de l'AFNOR. Alors on n'a pas fait un label sectoriel parce qu'on s'est dit demain le label sectoriel, si les parties prenantes vont demander des obligations, ça sera le label RSE qui sera reconnu. Donc, faisons en sorte de faciliter la transmission de la capacité de nos entreprises pour que demain, elles puissent répondre directement aux enjeux réels. Et une fois qu'ils ont écrit leur feuille de route au niveau stratégique, on leur propose un accompagnement plan d'action. Là, c'est ce que a proposé Olivier tout à l'heure, c'était de dire, vous devez faire des audits process, des audits énergétiques, vous devez mettre en place des managements internes de votre entreprise. Et on a identifié un certain nombre de consultants adaptés qui vont permettre d'accompagner les entreprises dans ce sens-là. Donc tout ça pour dire que globalement, on a mis en place un écosystème qui vont permettre aux entreprises qui le souhaitent, filières, d'être accompagnées. Mais pas d'être accompagné seul, parce que dans cet accompagnement, on a aussi cette notion de se dire, le chef d'entreprise avec ses équipes, c'est un peu rébarbatif quand même comme système. Donc on a travaillé sur des systèmes, que ce soit sur le bilan carbone ou la stratégie de décarbonation, sur une approche collective associée à de l'individuel. Donc là, on fait travailler la filière à des moments clés, ensemble sur un certain nombre d'enjeux, ce qui va permettre en fait aussi de se dire, on est copains dans le cadre des organisations professionnelles, on se voit, on prend un café ensemble. Mais là, le fait de les faire travailler ensemble, on s'aperçoit qu'il y a aussi des opportunités de développer des nouveaux business ou de partager éventuellement des moyens de production, etc., etc.
Donc quelque part, c'est une approche extrêmement intéressante. Alors je vous ai mis là un petit peu, je vous laisserai les slides, mais un petit peu les éléments de l'accompagnement, donc sur se saisir de la décarbonation et du RSE, sur tout ce qui a trait aux enjeux du défi de la transition, sur la sécurisation de la chaîne de valeur en effet de l'entreprise et sur comment communiquer. Parce qu'on l'a dit, il y a aussi des problématiques derrière de recrutement. Nos jeunes aujourd'hui cherchent des entreprises qui donnent du sens. Quand on dit on fabrique de l'acier et des constructions métalliques, ah ouais, mais l'acier c'est vachement carboné, idée reçue. Donc il va falloir aussi qu'on ait une communication qui puisse aussi attirer à l'échelle de l'entreprise, mais à l'échelle de la filière, nos jeunes et les personnes à forte capacité pour intégrer les entreprises demain. Concrètement, votre démarche Impact A, c'est quoi ? C'est vous réunissez les chefs d'entreprise à différents moments, c'est ça, sur une année ? Concrètement, c'est en fait des modules de formation sur le bilan carbone. 2 mois. Au bout de 2 mois, ils ont le bilan carbone, ils sont formés sur le bilan carbone. Ensuite, ils enclenchent une formation et un accompagnement sur 1 année, et avec à la fois des consultants qui vont les faire travailler en interne, bien entendu sur la stratégie puisque c'est confidentiel, et également à des moments clés, ces 4 ateliers collectifs que l'on organise sur une période d'un an. Au même moment, ils auront la capacité aujourd'hui de pouvoir aussi travailler sur leur RSE de la même manière. Voilà. Et ensuite, une fois qu'ils ont leur feuille de route, leur plan d'action va être réalisé à titre individuel, en disant l'entreprise qui a suivi cette formation-là, et moi aujourd'hui j'ai besoin de tes services pour éventuellement mettre en œuvre en fait ma stratégie carbone, mettre en place aussi un monitoring, des indicateurs et des tableaux de bord qui vont permettre de suivre la réalisation de ces actions dans le temps. Donc c'est tout ça, c'est tout un écosystème qui vont permettre de structurer en fait l'entreprise. Tout ça pour dire que tout ça pour dire que quand on regarde un petit peu sur le bilan, on parlait tout à l'heure de la CSRD. Alors certes, la CSRD, on peut tout dire, etc. L'avantage de la CSRD, c'est que ça donne de la transparence et ça permet d'avoir une grille de lecture, que ce soit pour l'ensemble des entreprises françaises et européennes, qui vont nous permettre de dire, messieurs les donneurs d'ordre, nous on joue le jeu. Donc prenez des entreprises qui jouent le jeu. Et c'est pour ça qu'il nous semble intéressant au CTICM et dans le cadre de la filière de pouvoir aussi se structurer par rapport à cet outil de travail. Et quand on regarde tout ça, en fait, la démarche que l'on préconise sert quasiment l'ensemble des points de la CSRD. Et cette démarche est une démarche quelque part filière. On ne va pas réinventer à chaque fois l'eau tiède. On va travailler, capitaliser dans le temps, ce qui va permettre en fait de donner et faciliter, mettre de l'huile pour que les chefs d'entreprise n'engagent pas des tonnes de ressources en interne, mais puissent capitaliser, profiter de cette capitalisation que fait la filière aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il est important qu'on soit cohérent et qu'on suive cette démarche Impact A. Donc là c'est la remise, c'était aussi la première session, la première promo qui a été faite depuis 1 an. Donc il y a 8 entreprises aujourd'hui qui ont suivi cette formation. Il y en a il y a Philippe Ascon qui est d'Alcar qui est présent, donc qui pourra témoigner. Et donc dans l'idée, c'est aussi de travailler sur les outils de capitalisation. Quand on parle de capitalisation aujourd'hui, de CSRD, de données, de bilan carbone, etc., c'est la data. C'est comment moi, au niveau de mon entreprise, je vais gérer la data. Est-ce que je le gère seul et chaque entreprise dans son coin, sur le fait que la filière que nous représentons a besoin de data. Donc si demain les entreprises jouent tout seuls, on les laisse faire, investissent dans des domaines et c'est plus compatible et il n'y a pas d'opérabilité, on a tout perdu. Donc l'idée du CTICM, c'était de se dire, on vous propose aussi un outil facilitant qui va permettre de capitaliser la donnée. Cette donnée, bien sûr, elle sera confidentielle au niveau de chacune des entreprises. Par contre, elle sera remontée d'une manière confidentielle au niveau de la filière, qui donnera de la crédibilité au niveau des organisations publiques pour dire, voilà, notre filière, elle se décarbone, on était à ce niveau-là, on en est à ce niveau-là aujourd'hui. Donc ça aussi, c'est un enjeu filière. C'est un enjeu extrêmement important de travailler sur des outils communs
et pas que chacun développe son propre système. Quel est le but après ça, une fois la collecte de data et remonter ces informations aux instances publiques? C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de sécuriser quelque part une production acier en France et en Europe. Parce que je ne sais pas si vous avez vu les dernières informations extravagantes, on pourrait croire extravagantes, mais vous avez une délocalisation d'un certain nombre de productions. L'industrie automobile ne va pas forcément bien, ce qui veut dire que moi je suis patron d'une boîte qui fabrique de l'acier, demain je me dis peut-être que j'irai peut-être en Afrique, aux États-Unis, en Asie pour produire mon acier. Quid de nos entreprises françaises et européennes? Je pense qu'il y a peut-être des questions à se reposer et à se repositionner sur un certain nombre d'éléments stratégiques, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Europe à l'époque elle s'est construite sur la base de l'acier et du charbon. Il suffit de changer le charbon par de l'énergie, et puis je pense qu'on aura les bons fondamentaux pour bien commencer une belle Europe. Merci beaucoup Philippe. Je crois qu'il y avait une dernière slide avec vos coordonnées si jamais vous voulez rester en contact avec Philippe Herbulot. On continue forcément sur la décarbonation et on en a parlé tout au long de cette matinée encore. Derrière décarbonation revient vite le terme de réemploi. Corinne, Nathalie, comment aujourd'hui le réemploi peut faire changer la donne et peut accélérer cette décarbonation de la filière? On va se présenter rapidement. Allez-y, je vous en prie. Donc, Corinne Arpin, moi je dirige un cabinet de conseil qui accompagne en gestion de projet différents acteurs. J'ai la chance d'avoir collaboré avec la filière amont et aval sur des questions de réemploi. Donc amont avec l'association Circolab, qui est une association de donneurs d'ordre, donc qui crante un peu le marché en termes de demande. Et puis aval avec le CTSM notamment et la maison de la construction métallique. Donc à ce titre, j'ai une vision un peu complète, on va dire, et hélicoptère du sujet du réemploi. Et je vais pouvoir avancer les sujets, et puis Nathalie va pouvoir les illustrer de façon très concrète. Oui, Nathalie Pasquet de chez Faya, exactement. Bonjour à tous, Nathalie Pasquet, donc je suis arrivée dans le groupe Faya l'année dernière pour m'occuper justement du développement des projets d'énergie renouvelable et notamment aussi du réemploi qui est un de nos axes de décarbonation. Donc le premier point que vous voyez sur ce slide, je peux enfoncer des portes ouvertes, mais en même temps, je voulais juste qu'on ferme les yeux et qu'on se dise, on est dans une dystopie totale. Dystopie totale, il y a un bouleversement des accords commerciaux internationaux, il y a une prédation totale sur les matières premières, il y a également une priorisation des marchés intérieurs. Là-dessus vient une chauve-souris chinoise. Et là, on se dit, comment on fait pour gérer nos propres approvisionnements? Donc, le réemploi est une solution. Parce que le réemploi, il vient finalement lever ces freins-là. C'est s'approprier finalement l'approvisionnement de ses propres produits. Donc, en plus, en France, et notamment sur le métal, on a vraiment des possibilités. Alors, en termes de gisement pour le réemploi, en France, on pense qu'on a à peu près 150 000 hectares de friches industrielles, commerciales ou militaires. L'armée étant le premier propriétaire foncier en France. Mais comme il n'y a pas que des charpentiers métalliques, c'est-à-dire notre filière dans la salle, je ne sais pas si pour tout le monde c'est très clair ce que c'est réemployer dans notre secteur de constructeurs métalliques. C'est non pas démolir, c'est démonter. Ensuite, stocker, étiqueter, transformer, qualifier, transformer et ensuite remettre dans un ouvrage neuf, dans une construction neuve, réutiliser ce qu'on a démonté. Voilà, c'est de ça dont on parle en ce moment-là. Donc le deuxième point, le réemploi, ça permet d'apporter des avantages environnementaux. Je pense que tu en as parlé tout à l'heure de toute façon, Olivier. Monsieur Koch aussi en a parlé. C'est que le réemploi, c'est une vraie source, en fin de compte, de pertinente pour l'environnemental, tout simplement parce que ça réduit l'empreinte carbone.
On a, en fait, pour réduire l'empreinte carbone, nous, dans la construction métallique, pour décarboner, on a 2 grands choix. Soit dit acheter de l'acier bas carbone, mais qui réduit les émissions de, on va dire, 40 à 60 % ou alors réemployer nos structures en acier. Et là, c'est simple, selon la réglementation, c'est 0 émission de carbone. Donc, il n'y a rien de plus vertueux ni de plus efficace que de réemployer les matériaux. Deuxième point, c'est la conservation finalement des ressources naturelles. Vous n'allez pas aller chercher des ressources minières, vous allez tout simplement réutiliser des produits qui sont déjà finalement proches et localisés dans votre environnement en principe de proximité. Et enfin, ça nous permet de se conformer aux réglementations. Le point aussi, c'est sur la réglementation. C'est vrai que ça a été dit tout à l'heure. La réglementation, c'est pas quelque chose qui doit être subi. Ça doit être pris comme une opportunité, un levier de croissance, des opportunités d'innovation, de stratégie. Donc là, je pense que vous parlerez mieux que moi sur la partie loi AGEC tout à l'heure, mais on a différentes réglementations qui sont en cours. Une réglementation sur l'éco-conception au niveau européen, donc qui va imposer aussi différents éléments, et notamment sur cette réglementation d'éco-conception, il y aura des critères d'éco-conception qui devront être disponibles, mais également un passeport numérique des produits qui démontreront finalement leur virtuosité en termes d'éco-conception. Après la loi AGEC, je vous laisse la parole sur le sujet, histoire de ne pas prendre trop de temps. Et ça, en face, ça structure aussi les attendus des marchés, qui font que c'est ça les réglementations aussi, ça permet aussi de créer de la demande et d'obliger la demande à être plus rigoureuse sur ses besoins. C'est ce que vous avez certainement au niveau de vos cahiers des charges, au niveau du port autonome de Bordeaux, c'est qu'à un moment donné, la commande publique va exiger des choses. Et vous, pour répondre à cette commande, qu'elle soit publique ou privée, quand on est dans le cadre du ruissellement de la CSRD, dans le vocabulaire que j'ai entendu tout à l'heure, eh bien, vous allez devoir vous conforter à certains indicateurs environnementaux, certaines performances environnementales exigées. Et là, il va falloir démontrer des choses. Et là aussi, le réemploi, parce que zéro carbone, est une vraie solution technique avantageuse et un positionnement différenciant. Voilà. Après, on en a parlé tout à l'heure, BPI, ADEME, c'est aussi prouver, entrer dans le réemploi, Valobat aussi, c'est aussi avoir accès à des financements qui vous permettent d'améliorer, accélérer vos projets. Troisième ou quatrième point, je ne sais plus où j'en suis, mais le réemploi aussi, c'est des avantages économiques et sociaux, tout simplement parce que ça vous permet également de créer de nouveaux emplois ou de modifier des emplois qui pourraient être voués à disparaître. Là, je te laisse la parole sur les parties des emplois délocalisables. Nous, enfin, en ce qui nous concerne, au sein de FAIA, on a créé une cellule qui est dédiée avec un ingénieur spécialiste du réemploi. On a pris aussi des actions au sein d'une société Métamo qui se lance pour l'aider à ce spécialiste du réemploi, qui se lance pour l'aider justement à créer une véritable usine de transformation des aciers de réemploi. Donc ça veut dire en effet de nouveaux postes, de nouveaux salariés qui vont être embauchés pour transformer ces aciers, une petite usine qu'on espère voir grandir au fil du temps, parce que l'idée c'est quand même de massifier le réemploi. C'est ce à quoi on œuvre avec tous les autres charpentiers pour massifier cette façon de travailler. Bon, pour l'instant on n'y est pas, mais en tous les cas on est vraiment drivé par le public et par les grands donneurs d'ordre. On a maintenant gagné des appels d'offres qui arrivent du public grâce à nos variantes décarbonées. Donc c'est plus simplement un mythe, c'est quand même devenu une réalité maintenant. Donc il faut proposer des solutions décarbonées dans les réponses que l'on fait. Donc ça c'est très prometteur et on espère que tout le privé suivra. Et il a déjà commencé, mais c'est plus timide de mon point de vue dans le privé à l'heure actuelle encore que dans le public. Alors l'association Circolab que j'ai pu accompagner, c'est une association de gestionnaires d'actifs, de maîtres d'ouvrage et de maîtres d'œuvre. Et cette association, elle est donc plutôt des acteurs privés.
Et c'est eux qui sont en train de travailler aussi sur ces labellisations qui permettent finalement de pouvoir accélérer la question du réemploi, parce que cette labellisation dans les projets exige finalement un code de fonctionnement sur l'économie circulaire et le réemploi. Donc ça, c'est des demandes privées qui vont petit à petit se déployer et se développer. Le deuxième point qui est important aussi sur le réemploi, c'est, on n'en a pas spécialement vraiment parlé, mais c'est la question de l'écologie territoriale, la question du métabolisme urbain. Le réemploi, c'est forcément une dynamique locale de collaboration entre acteurs économiques d'une région. Donc c'est ça qui est aussi important, c'est de recréer finalement du lien entre les entreprises et je pense que c'est ce soutien-là mutuel qui nous fera avancer aussi. Donc voilà pour les questions de réemploi. On apporte aussi finalement, quand on prend le réemploi comme une question d'opportunité et de levier de croissance, c'est toute la question de la RSE qui a été abordée tout à l'heure, c'est l'employabilité, c'est l'image de marque, je ne reviendrai pas sur les sujets qui ont déjà été adressés, c'est la question aussi de comment finalement j'innove, donc c'est ce que démontrait Faya sur la partie innovation, c'est vraiment des questions clés qui permettent de réorienter l'entreprise et la proposition de valeur de l'entreprise. Pour nous, on a vraiment positionné le réemploi au sein de la politique de décarbonation comme un axe stratégique et vraiment différenciant auprès de nos clients. Et on communique vraiment auprès de tous à travers nos forces commerciales pour amener notre clientèle à s'intéresser en effet au réemploi des matériaux. Et tout à l'heure, je n'ai pas cité, mais par exemple, dans les grands donneurs d'ordre, on va, dans un exemple concret, on va faire des constructions de grands bâtiments pour Airbus. Et là aussi, c'est une variante décarbonée qui a remporté leur attention et qui a fait qu'on a signé le contrat. Donc ça, c'était un exemple que je voulais citer aussi pour montrer que c'est très concret maintenant. Donc, on a vu la question de l'amélioration aussi de la compétitivité. Il y a encore des inerties. Le réemploi, c'est quelque chose qui débute. En revanche, je voudrais vous parler maintenant de cette initiative qui est portée par le CTICM avec son directeur de projet qui est Amor Benlarbi, qui est vraiment au cœur du réacteur, et la maison de la construction métallique qui permet d'abriter ce projet. Donc c'est cet écosystème métal-réemploi avec différents acteurs que je vois aussi dans la salle, au-delà de Nathalie qui est à côté de moi, mais Philippe qui prendra peut-être la parole aussi, avec une question pertinente, comme à chaque fois. Et donc, la massification du réemploi, ça passe par différents types de points qui ont été adressés. Et parce que quand on fait du réemploi, on est souvent devant une accumulation de freins qui vous sont donnés. J'ai discuté en introduction avec Olivier tout à l'heure sur la partie réemploi, et il me dit ouais, mais le réemploi c'est quand même compliqué parce que à chaque fois le bureau de contrôle il va venir parce qu'il est quand même un peu frileux sur les questions d'assurantiel, etc., etc. Et c'est vrai que l'écosystème métal réemploi, déjà sur la partie assurantielle, est extrêmement innovant. C'est surtout qu'on a beaucoup travaillé en fait sous l'égide du CTICM. En fait, toute la filière a choisi de s'impliquer sur ce côté-là qui était vraiment le premier blocage rencontré par le réemploi. C'était le sujet de l'assurance. Donc en fait, un référentiel a été développé pour les aciers structuraux. Et en fait, il s'agit, chaque fois que vous avez démonté un acier, de le requalifier selon un protocole établi, validé, qui fait qu'en fait, lorsque vous allez utiliser votre acier réemployé dans un nouvel ouvrage, il sera assuré automatiquement au même niveau que votre acier neuf. Donc ça enlève quand même un des plus gros sujets, une des plus grosses contraintes que l'on avait, c'était l'assurabilité de nos chantiers. Donc ça, le pas a été franchi l'été dernier, enfin en juin 2024, grâce à la coopération de toute la filière sous l'égide du CTICM. C'est un point extrêmement important ça, parce que le réemploi pour l'instant, on va dire que c'est sanitaire, moquette, dalle de faux plafond, c'est pas ça qui fait le poids carbone d'un bâtiment. Donc
avoir des éléments structuraux qui sont avec cette assurabilité automatique qui est garantie par finalement l'assurance qualité construction, donc qui regroupe des bureaux de contrôle dans sa commission spécifique sur ce sujet-là. C'est vraiment un point qui est extrêmement important. Et vous êtes la première filière, la construction métallique, à lever ce point assurantiel sur des éléments structuraux. Voilà, en plus, ça ne se sait pas forcément beaucoup, mais c'est vraiment un point capital pour nous, en fait, hein, et dont on doit parler régulièrement pour justement lever ces freins qui, des fois, sont psychologiques face au réemploi. Et ensuite, en termes de conception, donc d'une part, il est vrai que cela amène nos bureaux d'études à réfléchir un peu différemment quand nous devons introduire dans un nouvel ouvrage, comme ça peut être le cas, 10%, 20% ou simplement 10 tonnes d'acier sur un ouvrage de 200 tonnes d'acier réemployé. Donc il faut qu'en effet le bureau d'études soit prêt à avoir un petit peu plus d'agilité peut-être avec un acier de réemploi qu'un acier neuf qui arrive. Mais c'est vraiment toute une culture que l'on doit modifier petit à petit, et ça y est, on voit que le mouvement est enclenché et que maintenant même il y a une réalité de l'éco-conception, c'est-à-dire penser en amont à ce que ce bâtiment pourra être en fin de vie, pourrait devenir, et comment on va le concevoir pour qu'il se démonte plus facilement à un horizon plus lointain. Alors c'est quand même un avantage aussi de la filière métallique, hein, c'est que l'éco-conception, le fait que ça se démonte facilement, c'est quand même en soi, c'est presque une valeur ajoutée de la construction métallique versus les autres structures. L'éco-conception aussi, c'est facilité par la plateforme digitale que propose la Maison de la Construction Métallique. C'est que vous allez pouvoir, quand vous êtes finalement donneur d'ordre, pouvoir déposer des produits vous pouvez le faire en phase très amont, c'est-à-dire dès le diagnostic de PEMD, vous pouvez aller déposer des produits sur cette plateforme digitale pour voir si ça peut intéresser certains acteurs qui peuvent racheter ces produits pour les mettre dans des projets. Et les concepteurs, ils peuvent consulter cette plateforme digitale pour voir quel type de produits sont disponibles pour les insérer dans leur propre projet. Et puis, les constructeurs métalliques sont en capacité d'aller acheter des produits de réemploi disponibles sur cette plateforme digitale que je vous recommande d'aller regarder de plus près, qui s'appelle Métal Réemploi. Donc ça, c'est un point aussi important qui facilite la conception puisque vous avez une plateforme dédiée sur ce type de structure. D'accélérer puisque le temps est compté et les estomacs commencent à crier famine, et surtout on a Laetitia de Valobat qui va conclure. Oui. Bon. Après, l'autre frein, c'était le frein technique, c'est-à-dire très en amont, c'est comment on identifie les bons aciers. C'est surtout comment on les identifie, mais comment on les qualifie. Et je vois que le petit camion, là, en fait, c'est le CTICM qui va se déplacer pour requalifier les aciers, ce qui est absolument indispensable pour garantir qu'ils ont les mêmes qualités intrinsèques qu'un acier neuf. Et donc, nous, chez Faya, on a choisi d'être audités nous-mêmes par le CTICM pour pouvoir devenir notre propre qualificateur. Et justement, à proximité de nos gisements, à proximité de nos usines, à proximité de nos lieux de stockage, pouvoir requalifier nous-mêmes les aciers dont on aura besoin. Après, au niveau humain, c'est un autre frein. C'est souvent, on se dit, oui, mais qui peut faire ça? Quelles sont les compétences techniques? Qui va pouvoir m'aider parce que je suis à tel endroit et pas à un autre? Et là, c'est vraiment l'écosystème des partenaires relais de Métal Réemploi qui sont partout en France, qui sont représentés par des experts de la construction métallique. Donc, on n'est pas sur finalement des experts qui sont en dehors du métier, on est sur les experts qui font le métier et qui construisent. Donc ça aussi, c'est un levier très important de l'écosystème Métal Réemploi. Donc quand vous aurez besoin de quelque chose, c'est ces experts-là de la construction métallique qui sont en capacité de regarder la ressource et de pouvoir mettre en place finalement l'accompagnement nécessaire. Et enfin, l'autre frein au niveau logistique et organisationnel, on est plutôt là sur le fait d'avoir besoin d'un écosystème complet qui va vous...
je vais plus vite là, qui va vous accompagner. Donc c'est un peu le graphique que vous voyez à la fin. Donc entre la plateforme numérique, entre le référentiel qui est le cœur du système, les partenaires relais et ce laboratoire mobile qui est au plus près des chantiers, qui peut auditer finalement les aciers, on a un écosystème qui a gagné un prix d'innovation et qui donc est à votre disposition. Donc vous pouvez en tant que constructeur métallique vous insérer dans cet écosystème, mais vous pouvez aller acheter à des partenaires relais des aciers de réemploi qui sont certifiés. Et puis l'industrie de la métallurgie, c'est aussi des propriétaires de bâtiments qui aussi, eux, sont des donneurs d'ordre, qui ont besoin aussi de créer des bâtiments, et vous pouvez utiliser de l'acier de réemploi pour faire ça. C'est surtout qu'il faut qu'ils pensent à construire en métal. Pense à C'est la construire base. en métal. Moi, je pense ça, que c'est c'est la la base. Parce que ce sont toutes les entreprises qui ont besoin, en effet, peut-être de s'étendre. À un moment donné, auront besoin de construction. Donc, pensez au métal parce qu'il est recyclé à 95%. Et pensez à réemployer des matériaux parce que c'est simplement une volonté et une pensée culturelle au départ d'être vertueux et d'être dans la RSE et dans le réemploi. C'est un état d'esprit pour moi. Merci beaucoup, mesdames. Et la plateforme numérique, elle est forcément accessible via le site du CTICM ou la Maison de la Construction Métallique. Le réemploi, c'est forcément au cœur des activités de Valobat. Laetitia, En effet. on a beaucoup parlé réglementation et obligations. Il y a une étape inévitable, c'est la REP PMCB. Quel est le contexte? Est-ce que vous pouvez nous rappeler les enjeux de cette REP? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Je suis ravie d'intervenir au nom de Valobat aujourd'hui auprès de vous. Donc, je m'appelle Laetitia Delbès. Je suis responsable de secteur de la construction métallique chez Valobat. Et Valobat est un éco-organisme qui a pour devoir d'accompagner à la circularité des matériaux du bâtiment. Donc quand on parle d'industrie du futur, déjà, moi, il y a deux mots qui font écho quand on m'a parlé du thème. C'est l'ambition et l'innovation. Et je pense que la REP PMCB, donc c'est la responsabilité élargie des producteurs, incarne dans le bâtiment, en tout cas, ces deux mots. D'une part, parce qu'il faut déjà de l'ambition pour vouloir se lancer dans le recyclage de l'ensemble des produits du bâtiment, parce qu'il y en a beaucoup. Et donc l'innovation, puisque la France est pionnière dans cette initiative. On est les premiers et on est pilote pour nos confrères européens. Et l'innovation, parce que pour se donner les moyens de nos ambitions, il va falloir être créatif, parce qu'il ne s'agit pas de financer des filières qui sont déjà existantes et plus ou moins pérennes, mais il s'agit d'aller articuler la filière là où il y a des besoins pour l'optimiser. Pour contextualiser, je ne veux pas passer 3 heures à parler de la réglementation, mais qu'est-ce que c'est que la REP PMCB? La REP PMCB dit que chaque fabricant ou importateur de matériaux de construction du bâtiment doit mettre en place des solutions de collecte et de traitement de ces produits dès lors qu'ils deviennent des déchets. Pour ce faire, les fabricants et importateurs adhèrent à des éco-organismes en vue de transférer leurs obligations réglementaires, et ces fabricants et importateurs appliquent une éco-contribution sur le produit neuf, sur l'ensemble de la chaîne de commercialisation. Éco-contribution qui est collectée par l'éco-organisme, comme Valobat, et derrière, l'éco-organisme a pour devoir donc de mettre en place une filière de collecte et traitement et de revalorisation des déchets issus de cette production. Dans ce paysage des éco-organismes, il y a 4 éco-organismes sur la filière bâtiment. Valobat a aujourd'hui 6 000 adhérents, un peu plus de 6 000 adhérents qui vraiment correspondent à l'ensemble de la chaîne de commercialisation. On a des fabricants, des distributeurs généralistes ou spécialisés. On a des entreprises de travaux également qui sont adhérentes de Valobat pour leurs imports. Et en fait, le parti pris de Valobat pour atteindre les objectifs de la REP PMCB, c'était vraiment d'améliorer le geste de tri à la source, donc au niveau des chantiers. Et on est le premier éco-organisme à avoir lancé le soutien des chantiers dès octobre 2023. La REP PMCB, c'est 1er mai 2023, le démarrage. Donc
Ça fait très peu de temps finalement qu'elle existe. Et on a accompagné aujourd'hui, on a soutenu quasi 6000 chantiers. Ce sont des chiffres qui datent de début janvier. Donc on doit atteindre quasi les 6000 chantiers. Donc, quel lien avec la décarbonation aujourd'hui? Le lien avec la décarbonation, c'est notre enjeu, en fait, c'est d'accompagner l'industrie du bâtiment sur l'économie linéaire qu'il y a aujourd'hui à passer à l'économie circulaire. Pourquoi? On en a parlé très largement toute cette matinée. C'est préserver les ressources dans le contexte économique, écologique et géopolitique qu'on a aujourd'hui. Et comment ça passe en fait par la REP-MCB? C'est la diminution de l'extraction de minerais, donc la diminution de l'incorporation de matières extraites des minerais, donc l'éco-conception, et également la diminution de l'empreinte carbone, et donc dans ce cadre-là, éco-conception et réemploi. On a un troisième pilier d'accompagnement qui est autour du recyclage et de la valorisation. En fait, c'est notre premier pilier, la collecte et le traitement. En effet, on a peu de problèmes aujourd'hui avec les baies de métal. Donc, c'est pas le premier sujet qui va nous lier aujourd'hui. On a tout de même un enjeu sur la collecte et la revalorisation qui va être lié à la traçabilité et peut-être travailler à la boucle fermée dans le métal. J'avance. L'offre éco-conception de Valobat, elle est articulée autour de deux axes. Vous avez l'axe d'accompagnement à la réponse à la réglementation et l'accompagnement, le lot serviciel. Le plan de prévention et d'éco-conception, par exemple, est un plan qui demande aux entreprises de s'engager dans une démarche d'éco-conception. On travaille chez Valobat à proposer des trames spécifiques et la particularité de Valobat, c'est de travailler de façon sectorielle avec les adhérents. Donc pour la construction métallique, notre service a beaucoup travaillé en partenariat avec le SCMF et le CTICM pour proposer un PPE collectif à l'ensemble des acteurs du marché qui pourront répondre à leurs obligations. Je ne vais pas aller plus loin dans le détail de cette partie-là puisque je sais qu'il y a des webinaires qui sont prévus bientôt avec les différents acteurs. On a également un outil qui permet d'évaluer la recyclabilité des produits au travers d'un diagnostic en ligne. Et enfin, la grosse partie, l'eau servicielle de l'éco-conception qui se lance là au premier semestre 2025 et qui a pour objectif d'accompagner les entreprises dans des démarches d'éco-conception selon leur niveau de maturité. Alors, on parle toujours des entreprises adhérentes de Valobat qui mettent des produits matériaux de construction du bâtiment. On est quand même dans un environnement assez spécifique, je me permets de le rappeler. D'ailleurs, Laetitia, c'est récent puisqu'on a eu une réunion avec Hervé hier et Bastien. Donc, en effet, la filière va mettre en place en fait un plan serviciel pour la filière, donc, en développement avec le syndicat, le CSM, MEF, le CTCM et la maison. Tout à fait. Et donc, je crois qu'il y aura des webinaires qui seront prévus en vue d'expliquer tout cela tout à fait. Très, très rapidement. Alors, on a également pour objectif, le réemploi tient une place importante chez Valobat et encore plus dans le métal, Nathalie, n'est-ce pas Nathalie? Et l'objectif de Valobat, c'est vraiment d'accompagner le développement du réemploi. On a eu cette phase vraiment d'expérimentation au démarrage de la filière pour pouvoir identifier là où il faut accompagner pour lever certains verrous qu'il y avait sur le marché. Parce que si le marché était si simple à déployer, je pense qu'il serait déjà en place. Et donc, l'action de Valobat, c'est de pousser aux bons endroits pour déployer. On a travaillé, par exemple, on travaille beaucoup avec nos metteurs en marché, donc avec cet enjeu d'accompagner le déploiement de la filière techniquement et opérationnellement. Il y a un deuxième enjeu aussi qui n'est pas forcément évident à déployer, c'est la mise en relation entre l'offre et la demande. Et puis l'accompagnement au changement que Corinne a évoqué également tout à l'heure. Donc pour nos metteurs en marché et pour aider, accompagner la mise en place de gammes de produits réemployés, on a des appels à projets spécifiques pour nos adhérents. On va pouvoir soutenir également des essais techniques, des guides, des référentiels techniques également sur certains secteurs de segments de produits. On va accompagner toute la maîtrise d'ouvrage dans le bâtiment au travers de formations.
au travers de soutien à l'Eurotonne réemployé qui va arriver sur le premier semestre 2025. On a également des appels à projets pour soutenir des plateformes existantes ou pour accompagner la création de nouvelles plateformes pour mettre en lien cette offre et la demande. Et d'ici fin mars, va arriver en fait une cartographie de l'ensemble des acteurs que nous avons pour faciliter la mise en relation. À titre d'exemple, on a travaillé en partenariat avec la Maison de la Construction Métallique sur le laboratoire mobile. Voilà, donc qui aide... Le fameux camion ouais. qui se balade. Okay. Exactement, qui va diagnostiquer en fait, directement sur chantier la réemployabilité des gisements. Et donc le dernier axe, et après j'en aurai terminé, c'est vraiment la collecte adaptée finalement à chaque détenteur de déchets du bâtiment. L'objectif de Valobat, c'est faciliter le geste de tri. Donc on a 3 grandes solutions. La première, c'est les points de reprise. Donc c'est plutôt adapté au petit volume pour les artisans qui ont des déchets issus des chantiers et qui ont la capacité de trier et la volonté et qui peuvent aller déposer gratuitement leurs déchets sur ces points de reprise. La deuxième solution, et c'est vraiment celle qu'on a déployée aussi en 2023 en urgence, en fait, en priorité, c'est le soutien au chantier grand volume. Le soutien financier au traitement des déchets des produits matériaux de construction, conditionné toujours au fait que ces déchets soient triés. C'est vraiment l'objectif de la réglementation. Et enfin, on a un 3e service de reprise en entrepôt pour les entreprises de travaux qui font de la reverse de déchets sur leurs entrepôts et qui ont la capacité à massifier. Sur la collecte, et là, en effet, ça concerne moins le métal, puisque les produits sont déjà très recyclables. On a également tout ce qui est R&D sur les filières pour lesquelles on n'a pas de solution de recyclage aujourd'hui. Et donc, c'est un de nos enjeux de travailler en priorité sur ces matériaux sur les mois et années à venir. Voilà. Merci pour ma présentation. Merci beaucoup. Quelle est l'ambition d'utilisation d'acier de réemploi Est-ce que vous avez des objectifs chiffrés dans la filière, peut-être aussi chez Valobat ? Oui, aujourd'hui on doit atteindre 6% de... À quelle échéance ? D'ici la fin de notre agrément 2027, ouais. D'accord. Okay, voilà. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle avant qu'on aille déjeuner? Oui, je vous en prie, le micro vous arrive. Merci. Bonjour, Benjamin de SESMA, bureau d'études. J'avais une petite question d'un point de vue assurantiel au niveau de la réutilisation des poutres, des platines, etc. Quand on utilise une poutre qui a un taux de sollicitation différent, qu'en est-il des soudures? Est-ce qu'il y a eu des travaux, des choses comme ça qui ont été un peu avancées, qui peuvent nous permettre, nous, en tant que concepteurs, de ne pas avoir à revérifier des soudures, des choses comme ça, et d'utiliser des méthodes de réemploi plus simples? Il n'y a pas forcément une méthode de réemploi plus simple. Il y a un référentiel très précis avec selon quel type d'acier vous avez, selon son année, selon sa nuance, le protocole que vous devez suivre pour le requalifier. Et vous devez le suivre de façon automatique, parce que c'est que dans ce cas-là que vous pourrez être requalifié et lui faire passer tous les tests mécaniques qu'il faut pour qu'il puisse avoir cette assurabilité. Donc plus simple, je veux dire, vous ne pouvez pas déroger à ce qui a été écrit, oui. Si c'est bien la question. Oui, j'ai bien compris, mais ça veut dire qu'on est obligé d'une poutrelle, on va dessouder tout et on va ressouder tout. A été soumis à la fatigue. Le reste... Vous pouvez parler dans le micro. Oui, je dis a été exclu volontairement du guide établi par le CTICM tout ce qui est acier qui a été soumis durant son cycle de vie à la fatigue. Pour le reste, il n'y a pas de nécessité de requalifier les soudures ni quoi que ce soit. Alors bien évidemment, si on se rend compte qu'il y a des soudures qui sont fissurées ou autres ou qui ont été mal faites à l'époque, on se doit de les reprendre. Mais du point de vue assurantiel, il n'y a absolument pas une obligation particulière à ce niveau-là. Dans l'état de ma connaissance. Et pour compléter ce que dit Philippe et
Et Nathalie, c'est que vous avez vu, il y a le laboratoire mobile. Et le laboratoire mobile est équipé en fait d'un certain nombre d'instrumentations qui permet en fait de faire des prélèvements ou aller directement, sans passer par le destructif, sur site pour identifier en fait la qualité et la résistivité des aciers qu'on va réutiliser potentiellement. Moi, je peux rajouter aussi que l'entreprise Briand, on a requalifié les aciers qui avaient été fabriqués en 1920. Là, on est sorti de la requalification, enfin de la recommandation qui a été mise en place par le syndicat et le CTICM l'année dernière, vous l'avez rappelé, madame, puisque dans cette recommandation, on s'arrête aux aciers, aux bâtiments qui ont été construits après 1970. Donc nous, on est remonté dans un bâtiment qui était un vieux bâtiment d'Alstom Atlantique de 1920. Et les aciers, bien sûr, ils n'avaient pas les qualités qu'on a aujourd'hui. Mais ça s'est bien passé, puisqu'on a fait une analyse des aciers. On a fait faire une analyse des aciers. Donc il n'y a pas eu de problème. Et la soudabilité aussi. Donc je vous rassure là-dessus, c'est vraiment, on sait que l'acier conserve ses caractéristiques mécaniques à l'infini, et c'est bien le cas. Donc dans le doute, peut-être faire appel à ce fameux labo mobile. Je vous propose qu'on continue ces échanges autour d'un cocktail déjeunatoire. Merci beaucoup à vous aussi. Si, dernière question. Comme à vos... Non, pas tout de suite. Comme aux autres intervenants, si vous aviez un mot pour définir la décarbonation dans le secteur. Philippe ? Alors, j'en ai deux. Alors je vais le donner, opportunité et valeur. C'est noté. Croissance. État d'esprit. L'innovation. Électricité. Recyclage. Et ben voilà. Merci beaucoup. Ce sera le mot de cette fin de matinée.